Bienvenue pour cette toute première édition de Socio Kino, podcast où on fait la discussion sur des films comportant des enjeux sociologiques que l'on peut décortiquer. Cette semaine, nous discutons du film Nomadland de Chloé Zhao, basé sur le livre Nomadland: Surviving America in the 21st Century, de l'autrice Jessica Bruder. Le film il a obtenu un Lion d'Or à la Mostra de Venise en 2020 et il a aussi gagné l'Oscar du meilleur film en 2021. Le film, en fait, ça met en scène la vie d'une vagabonde qu'on nomme Fern, une femme dans la soixantaine qui a tout perdu suite à la crise économique de 2008 parce qu'elle vivait tranquillement dans un petit village au plein milieu des prairies américaines, dans une ville qui s'appelait Empire, qui était bâtie entièrement autour de l'industrie minière. Résultat, fermeture de la mine, la ville entière s'effondre en quelques temps. Malheur sa chère Stone Fern, car son mari décède subitement, fait qu'après ça, elle décide de vendre toutes ses affaires puis de partir avec sa vanne modifiée en quête d'aventure dans l'Ouest américain. Au film du film, elle enseigne des petits boulots, visite des campements alternatifs avec des gens qui sont plus gourous du nomadisme, et elle va devoir à plusieurs reprises défendre son mode de vie aux yeux de ses proches et de ses connaissances. C'est justement sur quoi cet épisode va s'attarder en fait, le nomadisme, parce que ce mode de vie-là, il est de plus en plus en disparition, avec l'homogénéisation de la sédentarité. Le monde habite dans leur petite maison, dans leur confort. On n'est pas comme dans l'ancien temps où on chassait et se déplaçait de village en village pour avoir la nourriture disponible. On a tout à côté. Fait que, parce que tu sais, on s'entend, c'est ça, qu'on achète une maison, on forme une petite famille, on vit sur le même territoire toute cette vie. Fait que ça représente des objectifs culturels importants en Occident, tellement que quand quelqu'un ne respecte pas ça, on le regarde d'un mauvais œil. Fait que c'est pourquoi je trouvais vraiment pertinent de parler de ce film-là plus en profondeur, puis d'en discuter, afin de comprendre ce qui pousse un individu comme Fern à chercher un mode de vie alternatif, à identifier les acteurs de morale qui s'opposent à celui-ci, et aussi pour mieux comprendre le mode de pensée d'une personne nomade. Fait que j'ai avec moi aujourd'hui Mathieu Guiozzi, ancien étudiant en cinéma, et présentement en technique spécialisée pour la gestion marketing des réseaux sociaux et médias. Donc Mathieu, merci de te joindre à nous. Oui, merci Benjamin Roy, c'est un plaisir d'être avec toi. Ça fait vraiment plaisir. Écoute, merci d'avoir pris ce temps-là, même si tu n'es pas avec moi dans le cours. Je pense que tu t'en connais assez, puis tu es assez une personne socialement impliquée. Fait que pour parler de ces enjeux-là, puis j'ai quand même fait un petit briefing avant pour que tu sois plus à l'aise. Fait qu'on va commencer, let's go, de parler de la question de la crise écologique. Fait que là, je fais juste à faire un petit wrap-up. Ouais. En particulier, écoute, premièrement, je pense que c'est important de tenir compte du premier facteur qui a servi d'élément déclencheur à l'acte de Fern, fait que la crise économique. Parce qu'il y a une thèse en sociologie qui s'appelle la thèse de la désorganisation. Fait que c'est une thèse qui dit comme quoi la déviance, ça serait en partie causée par une mauvaise gestion du groupe sur des aspects sociaux, politiques ou religieux. Fait quand, mettons, tu n'as pas vraiment de services en santé mentale, tu aurais plus de gens qui sont dépressifs, plus de gens qui auraient de la misère, fait que plus de crimes. Fait que tout est relié. Ça peut... c'est ça. Bref, ça amène l'individu à ne pas sentir que le système peut subvenir à ses besoins. Fait que résultat, la société a tendance à l'exclure, les individus divergents, ce qui les poussera encore plus vers la déviance, car ils se sentent maintenant contre le groupe. Fait que le film le présente très bien parce que tout au long du film, on passe dans le small town America de l'Ouest, qui semble devenir de plus en plus désert en raison de la crise économique et de la déportation des emplois ouvriers. Fait que est-ce que tu penses qu'on pourrait pousser des gens de vouloir à se dissocier de ce mode de vie-là? Puis, est-ce que tu penses que ça a un gros impact? Comment tu vois ça, que ça se transmet dans le film? C'est sûr que c'est frappant, là. Naturellement, le fait que tout ce monde-là se sente exclu de quelque chose qui est supposé de les inclure autant. Pour vrai, ça, c'est quand même... c'est flagrant. Autant de monde... ils se ressemblent tous d'une certaine manière. Leurs histoires sont pas mal tous interreliés d'une certaine façon. Fait que le fait que une crise économique peut faire autant mal à autant de monde comme ça, c'est quand même assez fou de regarder comme ça, là, vraiment. Là. Parce que je pense que c'est un bon point que tu dis, surtout sur la même expérience, parce que tu vois quand elle est dans le camp avec les gens, les gourous du nomadisme, là, tous ces gens-là, ils ont quand même une histoire similaire. Ils ont souvent perdu un proche. C'est des gens qui étaient en quête d'aventure, qui ont été délaissés par le système, qui se sont rendus compte que travailler toute sa vie, c'était comme... Ça l'en est pas au bonheur nécessairement. Exact. Comme la personne qui disait que moi, tu peux prendre ta retraite. Non, je peux pas prendre ma retraite. J'ai 550$ à mon nom dans mon Social Security Pension. Tu fais comme...
tu travailles toute ta vie, puis finalement, il te reste plus rien, là. Tu travailles pour rien. Ou comme un autre exemple, la personne, son collègue, qui, 10 jours avant sa retraite, il était sur son lit d'hôpital, puis ils ont appelé pour parler de sa retraite, pour « Hey, tu veux prendre ta retraite? » Finalement, il est mort avant de pouvoir prendre sa retraite, avant de pouvoir toucher à cet argent-là, là. C'est quand même quelque chose. Vraiment, puis je sais, je pense que c'est un très bon exemple des organisations sociales parce que c'est pas la première fois que ça arrive aux States que il y a toutes des industries entières qui s'effondrent. Ça s'est passé, je pense, je sais plus dans quelles années, mais à toute la côte est américaine, il y avait des villages vacanciers, il y avait des casinos, Atlantic City. Puis dès que, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, bref, il y a eu de moins en moins de personnes qui sont commencées à aller sur la East Coast, surtout les voyages d'avion, les gens commençaient à voyager un peu plus à d'autres places, l'Ouest s'est développé. Fait que, tout a fermé, puis c'est vraiment du monde qui ont perdu, leur communauté, parce que c'est ça, là, quand il n'y a plus d'argent à faire, ça ne sert plus à rien. Puis on l'a vu avec le village, il y en a plein des villages comme ça, là, Val d'Or, qui est en train de se faire délaisser de plus en plus. Puis c'est dur de garder ces gens-là. Au Canada, en Amérique, en fait, là, c'est souvent ça. Là, on est tellement avide de développer l'Ouest que ça développe tellement vite. Puis après ça, là, ces villages-là, ils se retrouvent isolés. Puis c'est difficile de subvenir aux besoins des gens qui habitent encore là. Je l'ai vu dans mon voyage en Saskatchewan cet été, là, d'ailleurs. C'est beaucoup de petits villages qui sont issus du colonialisme. Exact. Ben c'est ça, faut pas... faut repenser l'industrie minière, je pense, ou les industries, point. Parce que c'est vrai que si on regarde des villages, Val-d'Or, c'est pas un village, là, c'est une ville, là, on va se le dire, là. Mais quand même, si c'est pas des industries qui sont autour des villages, des villes comme Lassar, Val-d'Or, même tout ce qui est en Abitibi, en fait, ça risque de s'expatrier vers les villes. Puis il n'y a plus de place déjà. Exact. Mais ça aussi, c'est un autre point, parce que tranquillement, les gens s'expatrient des villes pour aller plus en région, tranquillement. Mais qu'est-ce qui va se passer si jamais il y a les mines ou les industries décident de fermer? Tout le monde, c'est pas tout le monde qui peut travailler au IGA du quartier puis aller travailler au Tim Hortons. Il faut qu'il y ait des entreprises qui s'ouvrent là-bas, là, ou repenser l'industrie minière dans quelque chose qui peut s'adapter à un mode de vie qui est plus écologique pour les prochaines générations qui s'en viennent, là. Where is the mayor who make all things fair? Second segment. Fait que micro-groupe de support chez les déviants et les ressemblances. Fait qu'on en a déjà un peu parlé, en fait, là. Fait que durant le film, Fern rencontre une communauté qui est dirigée par un gourou nomade qui donne des moyens pour survivre à la vie de la route. On voit déjà certaines pratiques qui vont en déviance avec les agissements du quotidien. Par exemple, il y en a une qui montre au groupe comment utiliser un seau pour faire ses besoins. On voit aussi Fern mener qu'elle a diarrhée et qui se laisse aller dans sa voiture. C'était très loufoque. L'expérience avec les bocals, là, ouais. le 7 litres, ouais. où si t'as de la misère avec tes genoux. C'était quand même drôle. Pour ça, c'était bien pensé, puis c'est vrai que c'est quelque chose qui se passe. Un sujet tabou quand même là, dans la société naturel, aussi. Là. Exact. J'ai fait on a fait de l'auto, là, du voyage auto, puis t'arrives au milieu de la nuit, là, puis tu dors dans ton char, puis tu te réveilles, t'es comme j'ai envie de la diarrhée ou comme, puis là tu vas juste aller dans un buisson, puis boy, l'enfer. Mais quand même. Pour nous, c'est l'enfer. Ouais, mais c'est comme naturel pour elle, là. C'est faut que je fasse ce que je fasse, là. Mm-hmm. Le gourou, il parle aussi, en fait, du problème du capitalisme. On accepte la tyrannie du dollar en travaillant sans se poser de questions. On prend notre retraite, puis pif-paf, on peut profiter, on meurt, comme tu disais. Le sociologue Erving Goffman, il disait aussi que nos interactions, ils sont marquées par une gestion des impressions, des représentations, puis que les autres se font de nous, en fait. On a un visage public à partir de ces ressources qu'on se fait. Fait que, ça peut être autant... le masque qu'on va mettre, ça va être défini par le cadre, les contextes, les apparences. Est-ce que tu as déjà vu des groupes comme ça? Est-ce que des gourous qui ne se sentent pas attirés vers l'argent ou un peu plus marginal? Est-ce que tu te sens, toi, que ta vie est dirigée par l'argent? Puis, quelle autre pratique certains groupes peuvent faire qui serait considérée comme anormale? Il y a beaucoup de questions là-dedans. Ouais. Tu sais, à ta deuxième question, que l'argent, si on se sent dirigé par l'argent, ça c'est sûr et certain.
Parce que c'est vrai qu'on vit, pour prendre une expression anglaise, là, le money-driven world. C'est vrai que pour avoir un sentiment de réussite, ça prend de l'argent. Et ça prend qu'il faut avoir fait un certain montant d'argent dans sa vie ou avoir une propriété ou quelque chose, une voiture, quelque chose pour flasher comme ça. Parce que pour revenir au film, quand Fern s'en va chez sa sœur, là, ils se mettent à parler d'immobilier, de tout le kit, puis ils disent l'argent, c'est important, ou bref, ça parle d'immobilier, puis elle est pas en accord, puis tu vois que eux ça les dérange qu'elle soit pas en accord. Parce que pour eux, c'est normal, mais c'est ça, c'est des polarités. C'est des polarités, là. C'est complètement à l'inverse, là, chacun dans l'autre, là, comme ça. C'est pas... c'est illogique pour eux, comme. Ben, c'est ça. Dans le sens, chacun pense la même chose, mais à l'inverse. Ouais. Fait que c'est pour ça que ça devient intéressant comme ça. C'est sûr, pour les groupes avec les gourous, tu peux en dire beaucoup de choses, là. C'est pas obligé d'être un culte pour avoir un gourou, là. Ça Vraiment. peut être des choses comme le véganisme, le carnivorisme. Ça peut être dans la bouffe, ça peut être dans la médecine, ça peut être la naturopathie là, qu'on a vu dernièrement qui a tué quelqu'un qui croyait pas à la médecine parce qu'il se faisait croire des choses. Bernard Lachance. Ça peut être négatif. Exact. Autant que positif. Que lui ne croyait pas à la médecine moderne, il ne voulait pas, encourager les big pharma à ce moment-là, mais se faisait manipuler par des gens qui vendaient des produits naturels pour le soigner. Malheureusement, il est mort de sa maladie, il est mort du VIH. Là. Ouais. Puis j'aime bien, tu sais, ils sont les deux, autant gourous que la famille de Fern, les deux, ils sont comme ancrés dans leur croyance. Exact, leur croyance que l'argent est important. L'argent est important pour la famille, puis pour le gourou, que c'est le devil, tu sais. Mm-hmm. Je pense qu'il y a quand même un juste milieu, parce que là, si on prend sa vision, tu sais, il est comme The Titanic is sinking, economic times are changing. Genre, je sais pas si tu regardes l'histoire du monde, là, mais les economic times ont toujours changé. On a toujours dit telle affaire, on a toujours... Il y a des restructurations qui vont se faire, mais de croire qu'on va tout abandonner puis qu'on peut... c'est ça, il dit, j'amène tout le monde à mon safe boat, lifeboat, mais je pense pas que ça va rentrer les 330 millions d'Américains qui ont besoin de services, qui ont besoin de choses, qui ont besoin de vivre, de manger. Fait que c'est toujours intéressant de voir la balance entre ces deux affaires-là, puis comment justement, lui, il se voit vraiment comme un aidant, comme un chef spirituel, quasiment, là, mais il veut pas faire mal, c'est très bien, je pense pas qu'il le fait... Puis si je peux me permettre, ça peut aider, si on parle à l'écologie, puis à l'économie, ça peut aider, mais je pense pas que c'est une solution pour tous. Dans le sens, s'il y a plusieurs micro-groupes qui changent leur façon de vivre, je pense pas qu'il peut y avoir 330 millions de personnes qui vivent sur des vannes comme des nomades. Là. Je pense pas que ça c'est travailler possible. Chez Amazon pour faire, je sais pas là. Exact, pour travailler chez Amazon puis aller faire des betteraves. Là. Je pense pas que c'est possible, mais si tout le monde fait un effort supplémentaire à moins mettre l'argent et la propriété devant, plus que les valeurs qui sont l'amitié, le retour à la terre, la fraternité, tout ça, peut-être qu'il peut se passer quelque chose d'intéressant à ce moment-là. Mm-hmm. Mais c'est hard parce que c'est ça, c'est... Oh oui, c'est une utopie, là. Le système, il est construit en fonction qu'on dépense, qu'on vive, qu'on soit dépendant de lui. Fait que c'est pour ça que dès qu'il y a quelqu'un qui est pas genre... qui fait pas ce système-là, on le met dans la déviance, on le stigmatise. Puis c'est ça qui va me ramener à mon second point, qui est en fait le cœur de notre projet, le mode de vie alternatif. Ouais. Fait que avec ça, c'est comme je disais, c'est le cœur. En fait, c'est la stigmatisation de ce mode de vie-là. Ouais. La stigmatisation, ça apparaît quand les autres ont des attentes envers un individu, puis que ces attentes-là, ils sont pas rencontrées. Mm-hmm. Dans le film, on a un bon exemple. Quand Fern elle se fait dire par une petite fille ma mère a dit que t'es homeless, c'est-tu vrai? Puis elle répond I'm houseless. It's not the same thing. Don't worry about me.
Puis je trouve que cette réplique-là est très importante parce que ça montre à quel point, pour les gens qui ont un train de vie plus socialement acceptable, pas avoir de maison, être on the road, c'est considéré comme genre dangereux, genre triste, désolant, le fond du baril. Mais pour Fur, mais comme, ben non, là, c'est genre, moi je suis bien comme ça, là. Genre, j'ai pas besoin de ce petit confort de ma maison. Moi, ma maison, c'est partout, là. Fait que cette stigmatisation-là, c'est pas vraiment lieu d'être parce qu'elle sent la maison comme ça partout. Le réconfort pour elle, c'est sa vanne, c'est la route. Fait que parlons stigmatisation. Est-ce que ça a résonné, ça, avec toi? Ben oui, en fait, parce que un exemple qui peut être bon, sans avoir été démontré dans le film, tu sais, elle fait des job-ins, Fern fait des job-ins, le monde qui vit comme ça va faire des job-ins. En société, quelqu'un de son âge, doit avoir dans la cinquantaine, soixantaine peut-être. Soixantaine, ouais. Ouais, c'est ça. Dans la soixantaine, qui fait des job-ins, qui travaille dans un restaurant de fast-food, c'est mal vu. Tu sais, mais ça n'a pas été explicitement dit. Mais avec les valeurs qu'on a, malheureusement, en société, le monde qui font ça, c'est toujours mal vu. On considère que ces job-ins-là sont pas valorisés parce que c'est trop genre de base. Mais comme on l'a vu avec la pandémie, ben même les petites job-ins, les IGA, on disait que c'est des travailleurs essentiels, puis on le voit parce que c'est eux qui fournissent la bouffe. C'est les gens d'Amazon, c'est eux qui amènent tes colis à la maison pendant la pandémie. Je veux dire, on en a besoin. On a besoin de gens qui veulent travailler ou comme ça, ou si on n'en a pas besoin et qu'on n'est pas capable de les payer correctement, il est temps qu'on accède à la robotisation puis que ça se fasse automatiquement, là, parce que c'est pas, on peut pas regarder les gens dans des états de pauvreté de même. Puis, mais en même temps, c'est ça. Pour Fern, c'est chill. Genre, elle dérange pas. Elle n'a pas besoin de faire un doctorat puis de gagner le prix Nobel ou de genre... Elle en a fait des jobs là, dans plusieurs domaines là, aussi. Ouais. Là. Elle a de l'expérience dans tout. Là. Plus d'expérience que la majorité du monde vont avoir sur leur CV. Là. Puis elle en veut, tu sais, une job un peu plus stable, puis elle n'arrive pas à trouver. Parce qu'il y a personne qui veut accepter son mode de vie là, qui est temporaire. Puis surtout avec le manque de job dans la crise économique qu'il y avait, puis tout. Puis il y a une femme de son âge qui est un peu plus faible, qui peut pas faire nécessairement tout physiquement. Il y a plein de stigmas qui sont différents. Une femme de 60 ans, ça devrait pas travailler genre fort, devrait relaxer. Mais tu sais, moi j'ai vu des madames au Pérou qui transportent des sacs de patates sur leur dos à 75 ans. Mais tu vois, ça aussi, c'est un enjeu qui est sociétal, mais en Amérique du Nord. Ouais. En Amérique du Nord. Occident. En Occident, ouais, beaucoup en Occident, ouais. Mais qui a été emmené avec la levée du capitalisme, tu sais, tranquillement. On voit le monde font leur argent, on fait plus d'argent, on peut prendre leur retraite, on vit calme, on travaille pour prendre notre retraite, quoi. Ça c'est un fait, là. On travaille pour prendre notre retraite. Puis, mais faut le voir comme un luxe aussi, faut pas oublier ça, là. Mais ça, c'est la vie pour... Je pense que ce modèle-là économique est tout fait autour de la retraite puis autour de l'idée, puis c'est ça qui fait dépendre les gens de ce modèle-là. Parce que, tu sais, mais là, je vais pouvoir profiter après, je vais pouvoir profiter après. Puis là, Fern est comme, mais guys, c'est parce que vous comprenez pas, là, genre, vous allez crever, genre, vous êtes pas immortel. Puis si vous crevez, vous avez travaillé toute votre vie, vous avez repilé votre cash, vous êtes privé toute votre vie, vous n'avez pas voyagé. Bam, crise cardiaque, qu'est-ce que tu fais? Genre, t'as pas vu rien, t'as pas... Puis c'est ça, il la trouve bizarre, mais c'est juste logique, là. Même moi, j'ai ces problèmes-là avec mes parents là, qui sont toujours pile ton cash, commence à économiser pour ta maison quand je suis étudiant, puis genre, j'ai presque aucun moyen de faire ça. Quelle maison? On va pouvoir avoir une maison, nous? Ouais, hein? Une autre affaire. C'est une autre affaire. Mais il y avait aussi le fait que il n'y a pas juste ça. Il y a l'amitié qui est beaucoup important là-dedans, qui vaut beaucoup plus que l'argent, que tout ce qu'ils peuvent faire... Dans ce milieu-là, là, tu vois qu'ils sont heureux. Ils sont heureux à travers ça. Malgré tout, là, les gens qui sont sur la route sont quand même beaucoup heureux. Ouais, ben moi, je l'ai vu, mais ils sont stigmatisés. Puis juste quand j'en parle à ma famille de ce que j'ai pu voir au BC, là, tu sais, des gars qui ont un gars qui... Il y avait un autobus tout modifié à l'intérieur, là. Il a 55 ans aussi, là. Puis lui, il faisait de la drogue tous les jours dans les parcs. Il était heureux. Pour lui, c'était son shit, là. Ben, c'est parfait. C'était, hey, wow, là. Il est bien. Il est bien. Puis je suis comme, dans ma vie, je serais comme, non, la drogue, c'est mal, c'est pas bien. Puis comme, mais lui, genre, c'est sa réalité. Puis il est pas...
Puis c'est pas quelqu'un qui fait rien de sa vie, là, justement. Il fait genre des subs populaires, il aide les gens, il donne un genre... il fait des lifts. Tu sais, il se rend utile dans la société sans travailler, sans d'avoir être productif nécessairement capitalisme. Je trouve ça magnifique, là. Puis... La drogue devrait pas être stigmatisée Ben, je pense que autant qu'elle est, mais en fait, elle devrait pas l'être, point. En fait, une chose qu'on voit dans le cours de sociologie de la déviance, c'est que la déviance est surtout créée parce que les gens vont stigmatiser puis vont rendre déviants les gens déviants. Ils vont dire, toi, c'est pas bien, tu prends la drogue. Puis c'est comme, moi, je pense que le stoner, c'est classique. Là. Le gars qui va commencer à fumer du pot, ben, il va le faire en cachette, il va le faire tout seul dans son salon parce qu'il peut pas sortir, il peut pas genre chiller avec les gens. Parce que ses parents lui ont dit, si tu fais ça, je te mets dehors. Ouais, c'est stigmatisant. Fait qu'il va être ah, ben, Chris, je suis paresseux. Je sers à rien. C'est ça les stoners. Fait que je vais rester chez nous, je vais gamer parce que j'ai rien de mieux. Je te fume de pot. Vraiment, l'étiquetage peut être dangereux dans ce cas-là. Puis qu'on n'est pas obligé de suivre ça. Là. Tu peux être nomade, puis tu peux être bien. Tu peux consommer. Puis regarde, c'est juste un mode de vie alternatif. Le monde a de la misère à accepter ça. Puis aussi, il faut aussi voir, pour sortir un peu du sujet du nomadisme, juste un peu, là, quand quelqu'un commence à prendre la drogue, il y a souvent des raisons derrière ça. Ouais. En fait, ça peut commencer comme quelque chose de récréatif, mais ça peut rapidement aller ailleurs. Mais il faut se poser la question, qu'est-ce qui fait en sorte que c'est ça? C'est pas toujours la personne. Il y a beaucoup d'enjeux derrière ça. Ça peut être beaucoup trop de pression au travail, vouloir échapper, avoir un échappatoire à la vie de tous les jours qui est beaucoup trop stressante. Des choses comme ça, ou des problèmes reliés avec la vie en général qui n'est pas égale pour tout le monde, malheureusement. Ça peut être utilisé comme un échappatoire à ce moment-là. Puis si on veut tranquillement, les gens qui veulent éradiquer la drogue, là, que ça devrait pas, là, je trouve ça totalement loufoque. Ça n'a jamais marché, ça marchera jamais. Ben, tu sais, ils font ça depuis les années 60 là, aux États-Unis. Là. Tout ce qu'ils ont fait, malheureusement, c'est de mettre plus de monde en prison pour absolument rien. Mais s'ils veulent éradiquer ça vraiment, là, ils pourraient s'attaquer à d'autres problèmes que les gens qui ont de la drogue, les problèmes plus de société à ce moment-là. Puis aussi pour venir au nomadisme, parce que là on est sorti un peu là. Je vais nous ramener, t'inquiète pas. Mais les gens qui vivent, qui s'achètent une van, puis qui partent comme ça, mais pour on va le dire là, pour le clout. C'est le fun, tant mieux pour toi, c'est vraiment le fun, mais faut pas oublier qu'il y a du monde qui vit comme ça là. Ouais. C'est leur vie là, faut pas romantiser ça là. Mais c'est romantisé, my God. Oui, ça l'est, ça l'est vraiment. C'est pas la réalité là. Non, vraiment pas, parce que tu pars puis t'as 3500$ en poche. Ouais. Le monde qui vit comme ça, ils ont peut-être 500$ à leur nom là. Tu sais, t'empiètes un peu sur un mode de vie de quelqu'un d'autre. Je veux pas faire du gatekeeping. Non, là, c'est loin de là. Je pense pas que c'est mal. C'est juste la façon que c'est représenté, que c'est idéalisé. Puis comme tu vois sur IG, les petites photos parfaites au bord de l'eau, là, puis qui se réveillent toutes fraîches, pimpantes, bien maquillées. Là. Exact. Parce que c'est un moyen de voyager efficacement. Pas cher, c'est malade. Pas cher, exact. Mais faut toujours, selon moi, avoir une pensée aux gens qui vivent comme ça. Toujours que c'est leur mode de vie. Là. Mm-hmm. Bon. Puis pour finir... Plus tard dans le film, sa sœur, elle lui fait même part du fait qu'elle aurait aimé l'avoir près d'elle en grandissant. Ouais. Montrant l'absence du rôle du sibling dans sa vie. Même si c'est une règle sociale de voir souvent sa famille, le mal de sa sœur, il est quand même réel. Elle a quand même des émotions. Puis ça lui fait mal que ça a pas eu sa sœur. Fait qu'être déviant, ça revient à pas plaire à tout le monde. C'est un fait. Fait que, qu'en penses-tu? On a-tu un rôle à jouer pour plaire aux gens? Il faut absolument se prioriser. Je pense que le rôle qu'on a à jouer face aux gens, c'est le rôle que tu veux avoir, point. Il n'y a pas de rôle prédéfini. En tout cas, selon moi, il ne devrait pas avoir que « Hey, t'es un grand frère, tu dois absolument être là pour ta petite soeur ou quelque chose comme ça. » Si tu veux l'être, vas-y. Si tu te sens pas à l'aise, écoute. Faut pas se sentir mal pour ça. Il doit avoir des raisons. Mais c'est ça, encore là, je pense que le mot du podcast, c'est des enjeux de société. C'est les valeurs, c'est la société qui fait que quand on a une petite sœur, une famille, quelque chose comme ça, faut toujours être proche. Mais si on a d'autres buts, à un moment donné, il faut pas se priver. Là. C'est le même que... C'est difficile balance à faire. Moi, j'ai la misère même parce que je suis quelqu'un qui veut déménager, qui veut pied dans le sud durement, qui aime ça voyager longtemps, loin. Les gens sont pas habitués à ça. Puis je me sens un peu mal des fois. Puis
J'essaie toujours de trouver cette balance-là pour justement satisfaire ma soeur, ma mère, puis satisfaire aussi mes ambitions. Mais je pense pas que... Je dirais pas que c'est de l'égoïsme, c'est juste... Tu dois vivre, je veux dire. Tu peux pas rester enfermé si t'es une personne qui aime sortir, là. Si c'est pas toi, c'est pas toi. Je pense qu'il faut plus sensibiliser nos proches au Ouais. fait que même si on est loin, on les aime quand même. Exactement. C'est bien important. Ben, ça va conclure notre podcast. Je te remercie beaucoup d'avoir participé. On a eu des belles discussions. Ça a duré plus longtemps que je pensais. J'espère que ça vous a plu aussi aux auditeurs. Donc, c'était le premier épisode de Socio Kino. J'espère qu'on va se revoir et bonne semaine.